Bonjour à tous, merci à l'ANSEP de cette initiative. Donc on est là pour, sur une question, si j'ai bien compris, l'avenir de l'Union européenne. J'aurais tendance à répondre que l'avenir de l'Union européenne est derrière elle si on ne la transforme pas de fond en comble. On a coutume de voir que entre chaque tempête, finalement, la vie a l'air de reprendre son cours de manière normale. Regardez, on a eu un débat Fillon-Juppé. Il n'a pas été question une seconde de la question de l'Union européenne. Là, on parle beaucoup de la primaire, de savoir quelle doublure va remplacer la figure principale. Pas beaucoup de mots là-dessus. Bon, et pourtant, je pense que peut-être que dimanche, à l'occasion du référendum en Italie, dont on sait que derrière, c'est la politique de Renzi qui est mise en question, et notamment la politique par rapport à l'Union européenne, on va peut-être reparler, selon le résultat de ce référendum, d'Italexit, après avoir parlé de Brexit, après avoir connu la crise en Grèce et après avoir, si on remonte en arrière, connu les différentes vicissitudes de l'Union européenne. Autrement dit, la crise est devant nous, cette crise est devant nous, et d'une certaine manière, la manière dont ils avancent, je dis ils, pour englober ceux qui nous dirigent, que ce soit la Commission européenne, mais aussi, parce qu'il ne faut pas les dédouaner, les États membres qui finalement dictent cette politique. Je pense notamment à l'Allemagne, je pense à la France qui laisse faire. Pourtant, regardez-les, ils continuent de plus belle. Bon, je trouve que l'exemple, par exemple, du CETA et du TAFTA en est l'exemple le plus frappant, où alors que manifestement, si on faisait le moindre référendum dans n'importe quel pays de l'Union européenne, il y aurait une opposition frontale des peuples européens, eh bien, vous les voyez continuer à nous proposer des projets de libre-échange comme si de rien n'était. Bref, tout ça est devenu insupportable. Tout ça est devenu notamment insupportable parce que ce qui se révèle de plus en plus, c'est que l'Union européenne est le cheval de Troie, finalement, du troisième âge du capitalisme, peut-être là de la manière dont il se fait, j'allais dire, de la manière la plus pure. Pourquoi ? Parce qu'il se construit sur plusieurs bases. Je serai rapide parce que je crois que sur le bilan, nous sommes d'accord. Un dumping généralisé qui est permis par un libre-échange qui est absolument unique dans les espaces géopolitiques au monde, c'est-à-dire qu'un même espace géopolitique dans lequel il n'y a aucune harmonisation sociale et fiscale, mais dans lequel les frontières sont ouvertes pour permettre aux libéraux, aux capitalistes de jouer au Monopoly entre les pays. Deuxièmement, une politique qui ouvre tous les secteurs jugés rentables au marché. Troisièmement, une politique monétariste et d'austérité qui sert notamment les politiques d'exportation dans laquelle, évidemment, l'Allemagne a tiré profit, du moins les possédants allemands. Et quatrièmement, quand vous imposez des politiques comme ça qui sont impopulaires contre les peuples, et bien évidemment, une voie, j'allais dire, adémocratique que l'on pourrait presque appeler du totalitarisme soft, qui vise en réalité à contourner les souverainetés populaires. Donc voilà ce que nous avons face à nous. La deuxième caractéristique, je crois, du moment, c'est le fait que la troisième voie blairiste, née dans les années 80, justement avec l'idée quelque part d'accompagner ce libéralisme finalement de manière soft, est en échec historique devant nos yeux. Il y a l'échec du Labour, des blairistes avec la victoire de Corbyn. Il y a l'échec, et je pense que ce serait une erreur de ne pas le voir, de Clinton aux États-Unis, si on veut bien se rappeler que cette troisième voie blairiste avait Clinton comme justement initiateur de manière forte. Et puis il y a l'échec, parce que il faut le voir comme ça, symbolisé par le renoncement de Hollande, dont on se souvient que dans les années 80, il était à travers son club l'un justement des ambassadeurs de cette voie en France. Il y a l'échec de Hollande. Bref, cette troisième voie sociale-libérale a échoué. Et cette troisième voie sociale-libérale, c'est finalement celle qui est devenue la marque majoritaire de la social-démocratie, qui laissait supposer que, en changeant au fur et à mesure, en acceptant l'Union européenne telle qu'elle était, mais en prenant le pouvoir dans tous les pays au fur et à mesure, le jour où ils auraient le pouvoir dans tous les pays, ils changeraient l'Union européenne. Eh bien, c'est l'Union européenne qui les a changés, parce que, rappelez-vous, dans les années 90, les sociaux-démocrates ont eu pratiquement le pouvoir dans tous les pays, et qu'évidemment, ça n'a pas changé. Donc, la première chose que je constate avec plaisir, et effectivement, à partir du sommet du plan B dont parlait Jeanne, c'est qu'il y a quand même quelque chose auxquelles sont attachées maintenant quasiment toutes les forces de gauche. Quand je dis forces de gauche, je ne parle pas des sociaux-démocrates, mais en tout cas de plus en plus, c'est que l'Union européenne n'est pas réformable. Ça, je crois que c'est un acquis et c'est quelque chose d'absolument fondamental. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi la transformer après tout ? Pourquoi est-ce qu'il la transformer de fond en comble ? Après tout, l'Europe, ce n'est pas une fin en soi.
c'est utile que si ça apporte du progrès au peuple. Bon. Je pourrais répondre que nous sommes dans un moment, on le voit bien avec les tentatives chinoises d'imposer le yen en rapport de force par rapport au dollar dont je vous rappelle que la période d'ouverture des années 70 qui a permis au dollar de juger qu'elle était déconnectée de l'étalon or est une des marques dominantes de la période dans laquelle nous sommes. Il y a effectivement le fait de pouvoir riposter avec un rapport de force suffisant, et c'est pas un hasard si par exemple aujourd'hui les Chinois parlent d'essayer d'instaurer une monnaie commune au niveau mondial, ou s'il y a des tentatives du côté des BRICS. Donc on peut peut-être admettre en tout cas que oui, ça vaut peut-être le coup d'essayer de voir comment on peut transformer de fond en comble la chose. Alors plus de fédéralisme, non. Plus de fédéralisme, non, tout simplement parce qu'il serait illusoire, vu le rapport de force dans l'Union européenne, de penser justement que c'est par rapport à une fuite en avant de l'Europe telle qu'elle est, dans un fédéralisme, que nous pourrions transformer les choses. Autrement dit, je crois que nous ne ferions que les empirer en donnant un espèce de vernis démocratique à une politique libérale qui est celle de la marque de l'Union européenne actuelle. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir en forme de, j'allais dire, plus d'intégration, comme ils disent. La première chose qu'ils nous promettent et à laquelle ils tiennent, c'est une Europe où l'intégration serait d'abord militaire, sous évidemment égide de l'OTAN. Comment on fait ? Je crois que c'est la première question qu'il faut se poser. Je ne crois pas, nous ne croyons pas au parti de gauche, que l'on puisse avoir quelque part une version un peu différente de la transformation acceptable dans toute l'Union européenne comme solution. Je veux dire par là que je ne crois pas que ça soit à travers un mouvement social globalisé, généralisé, vu le rapport de force, que l'on va arriver à transformer les choses dans l'Union européenne. Il est nécessaire. Toute lutte est évidemment nécessaire. Mais la meilleure manière de rompre avec l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est d'abord d'envisager chacun dans nos pays de prendre le pouvoir et à partir de là de réfléchir à la façon, une fois pris le pouvoir, dont effectivement nous pourrions de manière concrète transformer les choses. Autrement dit, c'est à travers la souveraineté populaire dans le cadre premier des États-nations de l'Union européenne qu'on peut, avec une vision internationaliste, je vais y revenir, envisager de manière sérieuse le fait de changer les choses. C'est de là qu'est venue la question de l'idée du sommet plan A, plan B que nous avons eu en août 2015, qui est partie de l'idée de ce qui s'est passé en Grèce. On reviendra sur ce qui étaient les idées dès le départ de Tsipras, mais je mets ça de côté. En tout cas, il y a une chose qui est apparue éclairant, c'est que dès lors que Tsipras est rentré dans une négociation sans plan B, et que les Allemands avaient un plan B qui était le Grexit, évidemment, la partie était perdue d'avance. C'est-à-dire que dès lors que l'idée, c'était de dire on rentre dans une négociation, mais de toute façon, on ne sortira ni de l'Union européenne ni de l'euro, il est évident que par rapport à ça, eh bien, ce n'était malheureusement que de rentrer dans la cage au lion, celle qui a vu François Hollande et Mme Merkel et M. Juncker dévorer tout cru Alexis Tsipras. Autrement dit, il faut se poser la question, si demain nous arrivons au pouvoir, quel est le plan A et quel est le plan B ? Et il n'y a pas l'un sans l'autre. Et dans les deux cas, disons-le clairement, que ce soit dans le cas de la transformation ou de la rupture unilatérale, il faut sortir des traités actuels. Ces travaux, ils ne doivent pas être idéalistes. Enfin, au sens, je veux dire simplement de travailler les idées. Il doit être pratique et nous interroger sur cette question. Et c'est la manière dont, et je pense qu'à Rome, tout à l'heure, ça sera dit, mais je pense qu'à Rome, c'est là-dessus que nous allons essayer d'orienter encore un peu plus les travaux du sommet plan A, plan B. Et j'ai compris que c'était justement matière ici. Il doit être pratique parce que justement, si nous voulons être capables de faire adhérer majoritairement les peuples à nos idées, il faut de manière très concrète dire comment nous avançons. Or, nous pouvons, j'allais dire, avoir peut-être une expérience pratique rapide en France, puisque nous, vous le savez, je soutiens Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise, avec notre parti de gauche, et nous pensons que nous pouvons gagner ces élections. Donc là, il y a une première expérience pratique qui prend tout de suite son sens. Pourquoi ? Parce que le rapport de force, évidemment, de chaque pays par rapport à l'Union européenne n'est pas le même selon que, par exemple, comme la Grèce, vous avez un PIB qui est égal à celui de la région Île-de-France, ou la France, quand il est égal à 20% du PIB au niveau européen. Le rapport de force n'est évidemment pas le même, et à partir de là, les plans A, plans B peuvent changer. Pour notre part, comment nous voyons les choses ? Si demain, Jean-Luc Mélenchon est élu, au premier Conseil des ministres européens, nous disons il faut sortir des traités, et nous sommes là pour appliquer le mandat du peuple français. Et le mandat du peuple français, il passe par un certain nombre de bases. Est-ce que oui ou non, il y a une renégociation possible sur ces questions ? Je vais être rapide là-dessus. Ça touche à la fin de la règle d'or, la fin de l'austérité, à une banque centrale européenne, effectivement,
disposée et non plus indépendante des pouvoirs politiques, mais qui sert une politique avec un euro qui sera transformé radicalement. Ce n'est plus l'euro tel qu'on le vit aujourd'hui, et il faut très certainement réfléchir à avancer sur un euro qui ne soit plus une monnaie commune, une monnaie unique, pardon, mais une monnaie commune. C'est du protectionnisme solidaire. C'est une harmonisation sociale et fiscale par le haut qui commence par la question du principe de non-régression sociale, c'est-à-dire qu'aucune mesure européenne ne puisse être appliquée dans un pays dès lors qu'elle est inférieure à celle qui existe dans le pays. C'est le principe de réversibilité, parce que la souveraineté populaire ne peut être conditionnelle. C'est le principe de grands travaux écologiquement responsables et évidemment la fin de toute remise en question de services publics et de monopole du service public à travers les différents paquets. Cette règle A, la possibilité de négocier, elle n'est possible que si nos partenaires sachent que nous sommes prêts au plan B, qui est la sortie de l'euro et la sortie unilatérale de l'Union européenne. Je terminerai sur une chose. Pourquoi le plan A? Beaucoup nous disent, mais quelque part, c'est utopique, c'est impossible, vous ne pourrez pas transformer les choses. Bien. Nous, ce que nous avons tendance à penser, et ce n'est pas à faire, j'allais dire, une espèce de cocorico que de le dire, c'est simplement un état des lieux, c'est que si demain la France sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Tout simplement parce que, deuxième puissance économique en Europe, bientôt pays le plus peuplé, les choses évidemment changent. Donc, autrement dit, nous avons un rapport de force dans une dynamique de période qui est celle de bouleversements. Bouleversements, malheureusement, qui peuvent aller vers l'extrême droite, mais qui peuvent aussi passer justement de l'autre côté, c'est-à-dire du camp que nous défendons. Et en 2017, il y a un moment important. Il y a l'élection en France, 4 mois après, il y a l'élection en Allemagne, et entre les deux, il y a l'application concrète du Brexit. Autrement dit, nous pensons que si nous sommes capables d'entraîner une dynamique, les peuples d'Europe ne sont pas plus bêtes que les autres, y compris le peuple allemand qui a été le premier à souffrir de la politique ordolibéralisme et monétariste du gouvernement allemand. Donc nous pensons qu'il y a une possibilité de le faire. Et de toute façon, si nous échouons, parce que nous avons une vision internationaliste des choses, il n'est hors de question dès le départ de dire nous sortons et de laisser finalement la construction européenne se faire selon celui du capitalisme dominant qui est celui du capitalisme allemand et de Mme Merkel. Et donc, comme nous avons une vision internationaliste, nous pensons justement que l'effet d'entraînement fait que si nous adoptons un plan B, nous ne sortirons pas seuls et que nous pourrons alors, à partir de là, reconstruire une coopération européenne avec notamment les pays du Sud. Et ça a été dit, pourquoi s'arrêter d'un seul côté de la Méditerranée pour une autre construction de coopération. Voilà comment nous voyons les choses. Vous l'avez compris. L'avenir de l'UE, je le répète, finalement, c'est de la transformer ou de la quitter. Et j'espère bien que au prochain sommet internationaliste du plan B à Rome, 2 mois avant l'élection en France, nous pourrons commencer à travailler plus concrètement ces travaux avec quelque chose qui pourrait finalement être l'équivalent du forum de Sao Paulo, qui a réuni au départ beaucoup de partis de gauche différents d'Amérique latine, dans lesquels une dizaine d'entre eux se sont retrouvés à gouverner quelques mois ou quelques années après.